Universiapolis, FST Salé, l'USP Casablanca et bien sûr notre école, l'UNCG de Stade. Et bien sûr, j'ai une bonne nouvelle pour vous, ça sera également l'occasion pour l'inauguration de notre salle des marchés, la salle des marchés de l'UNCG de Stade. Mesdames et messieurs, nous souhaitons la bienvenue pour les écoles participantes et une bonne chance pour eux. Merci. Très bien, alors sans plus tarder, je voudrais que monsieur le directeur de l'UNCG de Stade nous donne un petit mot d'introduction. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue à nos invités qui ont bien accepté notre invitation et pour être partenaires aussi avec l'UNCG et la FFF pour cette deuxième édition de championnat national de trekking. Nous sommes très heureux de vous accueillir et nous sommes très heureux aussi de s'investir pour réussir cette deuxième édition. Je souhaite également la bienvenue à tous nos étudiants, que ce soit des étudiants qui viennent d'ailleurs, que ce soit qui relèvent des ENCG ou bien d'autres établissements. Bien sûr, notre objectif c'est d'accompagner nos étudiants marocains dans le domaine de la gestion de portefeuille, dans le domaine du marché des finances. Et nous serions très heureux de contribuer à la formation des cadres marocains dans ce domaine. Cette deuxième édition est organisée également par nos laboratoires qui sont partenaires dans cette édition, à savoir le laboratoire de finances dont le responsable est professeur Mzouari, et le laboratoire de système d'information dont le responsable est professeur Alpar. Je tiens aussi à remercier et féliciter le responsable et le porteur de ce projet, le STEP Ceci, qui s'est investi pour la deuxième fois aussi dans ce projet, et je pense qu'il a consacré beaucoup de temps pour monter cette édition. Bien sûr, derrière les responsables des laboratoires, le porteur de projet, il y a toute une équipe qui travaille, que ce soit de la part des enseignants, chercheurs de l'ECG, ou bien aussi le comité d'organisation des étudiants. Je tiens aussi à féliciter également le personnel administratif chargé des relations extérieures avec nos partenaires. Je tiens à remercier aussi Mme Roussetti pour cette émission. Je pense que l'objectif d'organiser cet événement est clair, et peut-être tout à l'heure M. Choukoé va nous expliquer. Donc, il y a tout d'abord une finalité académique derrière ça. Donc, certes, vous avez d'excellents enseignants-chercheurs qui vous forment et que vous avez des compétences académiques. Et à travers cette édition, je pense que vous allez approfondir vos connaissances dans ce domaine des marchés de finances, dans le domaine de gestion de portefeuille, et vous allez apprendre à acheter et vendre. Et j'espère que vous allez pouvoir réussir. C'est des achats et des ventes virtuelles, je suppose. Donc, certes, vous allez être plus ou moins à l'aise quand vous ne mettez pas de l'argent de votre poche, ou bien de votre société, ou bien de votre banque. Donc, certes, vous allez être un petit peu décontracté. Vous allez acquérir ces réflexes sans stress.
Mais j'espère qu'un jour, on pourra monter un concours où on mettra de l'argent et là, on va revoir le comportement des gens qui achètent et qui vendent. Ils doivent réfléchir bien et très vite aussi. Parce que, et des fois, quand on fait des achats, on achète ou on vend, on n'a pas le temps. Il faut être très agile, on n'a pas le droit à l'erreur. Je souhaite que cette édition sera bénéfique. La journée aujourd'hui sera très intéressante. C'est une prise de contact, c'est une formation. Les responsables vont vous expliquer. Après, je pense qu'ils vont vous faire visiter également la salle des marchés que nous avons équipée pour cet événement. Je vous souhaite aussi une très bonne journée et un bon succès pour cet événement. Je voudrais juste rappeler aussi que dans le cadre de cette éducation financière, j'espère qu'on aura le temps avec les responsables laboratoires et nos partenaires qu'on puisse consolider cet investissement à travers des formations dans le domaine des marchés de finances. Ce sera une bonne opportunité, que ce soit pour nos étudiants de l'UNICEF STAD ou bien les autres étudiants. Je voudrais aussi vous annoncer que nous avons créé ici à l'ECG un centre de certification. Un centre de certification. Donc, ce centre de certification, bien sûr, nos étudiants de la formation initiale, particulièrement les étudiants de S9, vont aussi vont bénéficier de ce centre. Et nous avons lancé cette année que tous les étudiants de S9 vont être certifiés en MS Projet. De même, nous allons certifier tous les étudiants de S7 dans le domaine tout ce qui est Microsoft, c'est-à-dire Excel, PowerPoint, etc. Et ça, on s'investit pour la formation initiale de nos étudiants. Mais je saisis l'occasion, vous êtes nos étudiants également, vous êtes les étudiants marocains dans les autres établissements. Mais on peut toujours vous accueillir dans ce centre de certification pour vous accompagner dans ces formations, soit ex-projet, ou bien il y a tout un catalogue que vous pouvez consulter. Nous avons une plateforme qui est dédiée pour ça, et vous seriez les bienvenus dans ce centre de certification. Je vous souhaite une très bonne compétition. Je pense que ça va durer un mois. Donc, après, on se donne rendez-vous pour la délibération et pour la journée finale qui aura lieu à Gaza. Et je pense que ce que va vous expliquer. Donc, j'espère que M. Soukouré va vous expliquer dans ce domaine. Bien sûr, nous vous invitons aussi, ce n'est pas notre événement phare qui est aujourd'hui, mais dans l'objectif aussi de vous encourager. Je pense aussi qu'il faut continuer à vous former à travers d'autres championnats, à travers le centre de la bourse de Casablanca aussi, fait un championnat national qui est organisé par l'ordre des experts comptables. Et j'espère que vous allez y participer pour créer toute une dynamique au niveau national dans le domaine des marchés de finances. Si on vous a réunis ici, j'espère que peu importe le gagnant, c'est que vous allez profiter de ces formations et va vous servir dans l'avenir pour améliorer vos compétences académiques, professionnelles et vous pouvez avoir une meilleure insertion professionnelle. Donc, bonne compétition. Et je suis quand même un gagnant, je m'adresse à des étudiants de ce stade. Quand je me lance dans une compétition, il faudrait gagner. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur, pour cet excellent mot et cette introduction très pertinente. Vous avez parlé de deux choses, d'un fonds peut-être réel cette fois-ci, que la ECG pourrait par exemple déléguer à une des plus grandes salles de marché au Maroc et celle de CFG Bank et qui est représentée par Steve de Chefchazi. Vous savez, ces deux messieurs, je crois qu'ils cumulent tous les deux une cinquantaine d'années si on vous rassemble tous les deux sur le marché boursier marocain. Je sais que ça ne vous rajeunit pas, mais ça donne au moins de la crédibilité à ce que vous dites. D'ailleurs, Steve Chazi nous parlera tout à l'heure, on pourra commenter en live la séance boursière de Casablanca qui a démarré il y a une vingtaine de minutes pour voir un peu comment ça se passe. Mais en attendant, vous avez également, monsieur le directeur, parlé d'un mot qui est très important, celui de l'éducation financière. Vous
savez, parmi vous, il y a des gens qui seront peut-être de futurs analystes financiers, de futurs traders, de futurs gérants, ou au moins travailleront de près ou de loin sur le marché financier marocain ou international. Vous n'en êtes pas encore conscient, les opportunités se présenteront par la suite. Et ce genre de manifestation vous permet justement d'avoir deux avantages par rapport à d'autres étudiants comme vous. C'est-à-dire que vous allez avoir des conditions réelles sur le marché financier, sur le marché boursier, le marché action, qui vous permettront de voir effectivement ce que font les traders de manière réelle. Donc si vous vous impliquez, ça vous donne un avantage clair par rapport à d'autres étudiants qui participent à ça. Et un autre avantage de ce tournoi boursier, c'est que pour développer l'essor du marché financier, vous savez, le marché financier, il a un seul objectif finalement qu'il ne faut pas perdre de vue, celui de financer l'économie réelle, celui de permettre le développement de l'économie réelle. Et lorsqu'on travaille sur l'éducation financière, lorsqu'on permet à des étudiants comme vous d'atteindre un certain niveau de connaissance d'éducation financière sur les marchés, cela permet justement le développement de ces marchés. L'éducation financière va permettre effectivement le développement de tout cela. Et je pense, si je pourrais, on parlera tout à l'heure, que c'est l'un des objectifs de cette manifestation. Et d'ailleurs, sans plus tarder, je donne la parole à si je pourrais pour vous parler de ce jeu et de se présenter plus amplement. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Au nom des organisateurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième édition BSTC 2016. Je vous remercie pour votre implication, pour votre mobilisation. Tout cela, effectivement, ne peut témoigner que de votre passion pour les marchés. On sait tous que passion et persévérance sont la clé de la réussite. J'ai le plaisir de vous présenter la deuxième édition du championnat trading BSTC 2016. Après une première édition réussie en 2014, qui a vu la participation d'environ 124 étudiants issus de 7 écoles de commerce marocaines, cette année, nous impliquons 250 étudiants issus de 10 écoles et universités marocaines. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter le jeu. Le contexte du jeu. Pourquoi ce jeu? On sait tous aujourd'hui que les marchés financiers ont fortement évolué ces dernières années, faisant des outils de communication et d'accès à l'information économique et financière un outil primordial dans le processus de décision. Le Maroc connaît en ce moment une véritable mutation économique, d'ailleurs l'Afrique aussi, dont le défi premier pour les prochaines décennies est de réussir non pas une simple croissance économique, mais plutôt une croissance inclusive, une vraie croissance pérenne, créatrice de valeur ajoutée. Le Business School Trading Championship est un événement qui s'inscrit dans cette dynamique, qui offre aux étudiants des grandes écoles de commerce et universités de se rapprocher du monde de l'entreprise, et donc de se projeter dans des conditions réelles et économiques afin d'appréhender les évolutions, afin d'appréhender les marchés financiers. L'objectif ou les objectifs de cet événement. Tout d'abord, sensibiliser les étudiants sur la nature irrationnelle des marchés financiers. En sortant de l'école, nous avons tous une approche fondamentale. Nous avons tous une approche normative de l'évolution des cours, des marchés financiers. Nous étions adeptes à la théorie de la valeur intrinsèque. Aujourd'hui, avec ce jeu, vous allez pouvoir toucher de très près le marché financier
et essayer de comprendre cette irrationalité. En comprenant cette irrationalité, on pourra mieux gérer nos positions. Ensuite, maîtriser d'autres approches non économiques permettant d'expliquer, là je me réfère à Alan Greenspan, l'ancien gouverneur de la Fed, donc c'est la Banque centrale américaine, qui parlait d'exubérance irrationnelle des marchés financiers. Alan Greenspan avait qualifié la bulle spéculative des années 2000 d'exubérance irrationnelle des marchés financiers. L'objectif, bien sûr, comme j'ai dit, c'est de mettre en avant, de vous présenter des approches non économiques qui sont complémentaires aux approches classiques, qui sont certes extrêmement importantes. D'ailleurs, c'est un prérequis indispensable aussi pour comprendre les approches non économiques. Donc, aujourd'hui, vous savez, avec le nombre important de crises sur les marchés financiers, le caractère davantage systémique des crises financières, la théorie classique financière que nous avons tous étudiée a été remise en cause. La normalité de la variation des cours, le concept d'efficience des marchés financiers, la marche au hasard, ce sont tous des concepts qui ont été remis en cause. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer qu'effectivement, ce sont des approches qui pourraient marcher, mais qui ont des limites. Néanmoins, comment pourrait-on expliquer les bulles spéculatives sur les marchés? Comment pourrait-on expliquer les phénomènes de sous-réaction sur le marché? Aujourd'hui, la finance s'est développée. Praticiens et chercheurs ont compris qu'il faut repenser les modèles. Repenser les modèles, c'est-à-dire intégrer la psychologie humaine dans la prise de décision et pas uniquement de formaliser à 100%. Aujourd'hui, on parle de finance comportementale, on parle d'analyse fractale, on parle d'analyse technique, on parle de réseau de neurones, on parle de théorie des jeux. Donc, toutes ces approches, effectivement, vont vous aider à comprendre la nature irrationnelle des marchés. Et bien sûr, en les pratiquant. C'est ça l'objectif. Parce qu'il est sur le marché, in fine, le meilleur, c'est celui qui fait la meilleure performance. Bien sûr, on n'est pas sur le marché pour les produits du marché, mais on est sur le marché pour gagner de l'argent. Donc, in fine, il faut être outillé. Il faut d'abord comprendre l'environnement sur lequel on travaille. 2, il faut raisonner et déchiffrer les codes que le marché nous envoie. Et donc, pour ça, il faut être outillé et d'approche économique, d'approche fondamentale classique, mais aussi de ces nouvelles approches. D'ailleurs, la plupart des prix Nobel d'économie ont été attribués à des chercheurs sur la problématique de prévision des coûts. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, même en termes en nombre de publications, de recherches, on a les recherches sur cette discipline, sur l'évaluation et l'évolution des cours boursiers, ils sont catégorisés numéro 1, même dans toutes les disciplines des sciences humaines, et pas uniquement en sciences économiques. On comprend bien sûr que c'est un champ qui intéresse beaucoup et les praticiens et les chercheurs, c'est celui effectivement de la prévision, tout simplement parce que bien sûr ça pourrait déboucher sur des conclusions rentables. Troisième objectif, se familiariser avec les futurs outils de travail. Aujourd'hui, quand on est en salle de marché, il y a un jargon qu'il faudra maîtriser, il y a des techniques qu'il faudrait comprendre. Donc aujourd'hui, on va mettre l'étudiant en situation réelle de marché. L'objectif, bien sûr, et là je passe au quatrième point, c'est effectivement de renforcer la connaissance des futurs responsables sur les phénomènes financiers complexes. Bien sûr, tout cela ne peut être possible qu'à travers une plateforme de rediffusion d'informations financières. Et donc là, j'aurai le plaisir de vous présenter la plateforme du jeu. Donc c'est DirectFN Pro 10. DirectFN Pro 10, donc c'est la plateforme du jeu qui va être utilisée par les étudiants. C'est une plateforme temps réel. Donc c'est du push streaming. Multiclasse d'actifs. Donc la plateforme effectivement elle couvre toutes les classes d'actifs, cotés, non cotés. Multimarché en termes de couverture
la plateforme dispose de 73 marchés cotés et plus de 3000, en tout à peu près 2 millions d'instruments. Je vous informe que l'accès à l'application est aussi possible depuis Play Store ou depuis Apple Store, pardon, parce que je suis un Samsung, donc je ne suis pas très Apple. Donc, vous pouvez accéder à l'application en temps réel en téléchargeant l'application sur Play Store et Apple Store avec les mêmes logins et mots de passe qui vous seront communiqués ultérieurement. La solution permet effectivement des reportings marché en temps réel et à la volée afin de synthétiser ce qui se passe sur le marché. Vous avez, et ça c'est l'avantage, vous avez un simulateur de portefeuille qui vous permettra d'implémenter en temps réel les positions et vous permettra de voir la valorisation et la plus ou moins value de votre position. Vous avez toutes vous avez tous les outils d'aide à la décision qui vont vous aider pour votre prévision, que ce soit sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Donc vous avez la partie fondamentale qui est incluse, les états de synthèse, les ratios financiers clés précalculés pour les investisseurs. Vous avez un module analyse technique professionnelle qui inclut l'analyse graphique, l'analyse mathématique et l'analyse idiotiste. Et vous avez aussi des algorithmes temps réel qui vont vous aider à lire, à déchiffrer la pression à l'achat et à la vente sur le carnet d'ordre. Donc là, on a parlé de la solution du jeu, la solution utilisée. Permettez-moi de vous parler un peu du provider de la solution, représenté par Fractal Markets au Maroc et en Afrique de l'Ouest. DirectFM est leader dans la zone MENA en rediffusion d'informations financières et en technologie transactionnelle. Aujourd'hui, nous couvrons 78 marchés internationaux en temps réel, avec 2 millions d'instruments financiers, incluant l'organisé et l'over-counter, plus de 100 clients institutionnels et plus de 600 milliards de dollars d'exécution sur nos transactions au niveau international. Aujourd'hui, comme je l'ai dit bien sûr, on fait et de la rediffusion d'informations financières, c'est-à-dire qu'on retransmet l'information véhiculée par les bourses des valeurs, mais aussi on installe tout ce qui est système transactionnel en salle marché, qu'on appelle les OMS, avec une connexion directe avec les bourses et avec les clients finaux des salles des marchés, qu'ils soient donc asset managers ou personnes physiques. Nos solutions sont des solutions multicanaux. Aujourd'hui, vous avez accès à l'information financière en temps réel depuis votre desktop, depuis votre mobile, depuis votre tablette. En 16 ans, donc DirectFM est la 16 ans d'existence. Aujourd'hui, en 16 ans, DirectFM est une des sociétés qui croît le plus rapidement dans la zone MENA. Tout simplement pourquoi? Pour 2 raisons. La première, c'est l'innovation. Aujourd'hui, on est fiers de travailler avec Google dans l'application d'information financière sur les lunettes Google, les Google Glasses. Donc c'est DirectFM qui a été choisi pour travailler avec Google sur la partie information financière. Ensuite, on vient d'être pas très longtemps choisi par Apple pour leur application temps réel pour Apple Watch, la montre Apple. Donc cette innovation en fait nous a permis d'avoir en tout 250 000 utilisateurs finaux de par le monde. Si vous vous rappelez tous de Nokia, pendant 10 ans, 11 ans, ils étaient premiers, mais après, voilà, on connaît la suite. Tout simplement parce qu'ils ont raté le virage des smartphones. Donc aujourd'hui, dans ce type de métier, si on n'est pas innovant, on meurt très rapidement. Et donc c'est l'innovation aujourd'hui qui a contribué à ce success story de DirectFM, et aussi la politique de sur-mesure. Aujourd'hui, DirectFM est filiale du conglomérat saoudien ETG Group, avec un chiffre d'affaires annuel moyen de 700 millions de dollars, ce qui nous a permis un peu de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, la politique de DirectFM, c'est de rediffuser l'information à l'opérateur
en fonction de son univers d'investissement. C'est-à-dire, vous êtes un opérateur local, on vous donne uniquement l'information locale, avec un minimum à l'international. Aujourd'hui, ça ne peut être fait que si vous disposez d'une bonne assise financière. Quelle relation entre les transactions, l'information financière et le monde académique? En fait, l'intérêt du groupe, aujourd'hui, il y a un intérêt pour le secteur académique. Moi, je ne vous cache pas, bien sûr, l'objectif, c'est effectivement que vous, futurs opérateurs sur le marché, vous travaillez avec nos solutions, premièrement. Deux, vous préparez pour avoir des cadres marocains. Bien sûr, je vais l'annoncer tout à l'heure par rapport au prochain événement, Inch'Allah. Nous allons intégrer l'année prochaine, on devait le faire cette année, mais pour des raisons logistiques et techniques, on n'a pas pu le faire. Nous allons, Inch'Allah, intégrer les écoles de commerce de l'Afrique de l'Ouest, donc pour que la compétition, effectivement, soit régionale. En fait, le groupe s'intéresse au monde académique. En 2011, nous avons lancé un programme Business School Offer. C'est un programme intéressant dans la mesure où il permet à l'école ou à l'université de se doter d'un outil performant, similaire, d'un outil de marché performant, similaire à celui des professionnels, avec un système de transfert de compétences. Depuis 2011 à aujourd'hui, on est à peu près à 10 partenaires sur le Maroc, bien sûr aussi à l'international. Je peux citer American University of Dubai, etc. et pas mal d'autres universités. Nous, en fait, on s'occupe beaucoup plus de la région Maroc, Afrique de l'Ouest. En 2014, nous avons lancé le premier championnat de trading inter-école. En 2015-2016, nous avons intégré dans l'offre Business School l'accès à la base de données d'Isaiva, qui est une plateforme d'intelligence financière, c'est de la big data, dédiée pour la recherche scientifique en finance, la finance d'entreprise et la finance de marché. Aujourd'hui, on est très fiers de contribuer à des mémoires pour étudiants, à des thèses, notamment. On a beaucoup de thèses de doctorat, que ce soit sur. On a pas mal de sujets en ce moment sur les marchés monétaires islamiques, on a des sujets sur la valorisation d'options, parce qu'on a on a la partie optionnelle en termes de stratégie, valorisation, etc. Donc on a eu récemment une thèse sur la valorisation des options, finance islamique, voilà, donc gouvernance aussi, il y avait une thèse sur la gouvernance. Donc voilà, aujourd'hui, on s'intéresse au marché financier, mais aussi on aimerait contribuer à la recherche scientifique. Aujourd'hui, effectivement, on remarque que les vrais pays développés ou les pays qui ont fait un vrai décollage ont massivement investi dans la recherche. Aujourd'hui, le premier pays au monde qui a investi, en fait, qui a le rapport le plus élevé, le ratio le plus élevé recherche-développement sur PIB, à votre avis, c'est qui? Les États-Unis. Pardon? Non, c'est Israël, entre guillemets. Donc voilà. Ce sont des gens qui ont compris qu'il faut investir dans la recherche et c'est le levier de développement. Voilà, donc c'est avec plaisir aujourd'hui que je vais vous présenter un peu le jeu. Donc comment on va s'organiser, le jeu. On va vous donner 3 000 dirhams pour chaque binôme. D'accord? Donc, en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, effectivement, c'est de vous mettre dans des situations réelles, marché. Donc, il va y avoir 3 000 dirhams de mise au départ. L'univers d'implémentation et la bourse de Casablanca pour cette année encore, mais l'année prochaine, on va s'élargir à d'autres marchés et aussi à d'autres classes d'actifs, c'est très très important. Notamment le Forex, on va aussi travailler, effectivement il faut aussi que vos encadrants et vos profs vous aident, on va aussi travailler sur le trading, sur les marchés américains, je parle là du marché option, donc c'est la partie optionnelle. D'accord?
250 étudiants qui vont participer. Et on est très content de passer de 124 à 250 étudiants. Ça prouve qu'il y a un intérêt. Et ça prouve effectivement qu'il y a derrière une passion, une motivation. La durée du jeu. La durée du jeu, à peu près 1 mois. Pourquoi? Parce que, pour 2 raisons. D'abord, pour des raisons techniques. On ne pouvait pas le faire en fait le premier trimestre parce que donc les stages, les examens, etc. Et on a envie que vous soyez concentrés et aussi ne pas vous perturber lors, bien sûr, de vos examens. Ensuite, dans la mesure où l'objectif de l'événement et du jeu est de vous initier aux techniques de trading, donc c'est que du court terme. Faire un championnat sur 3 mois, vous pourrez utiliser un peu de fondamental, mais l'idée c'est de travailler uniquement sur le trading et sur les approches non économiques. Bien sûr, il y aura une journée de remise des prix qui va être organisée à la Coutumée, donc comme la première édition au Sofitel Casablanca. On aimerait bien inviter tout le monde, ça avec grand plaisir, mais on ne pourra inviter que le top 10. Donc, c'est-à-dire les 10 meilleurs binômes qui ont fait la meilleure performance. Bien sûr, comme vous voyez, par rapport au prix, donc pour les meilleurs binômes, meilleure performance, donc il va y avoir un voyage à Dubaï. Il sera pris en charge complètement par Direct FN Dubaï, visite donc, de Direct FN, présentation sur place. Il va y avoir aussi un transfert de compétences, parce qu'on n'oublie pas que l'objectif il est aussi pédagogique. Donc ceux qui vont avoir la meilleure performance donc, auront l'occasion d'avoir un transfert de compétences supplémentaires, c'est-à-dire beaucoup plus sur la partie trading, prévision, etc. Il va y avoir aussi des stages, d'accord, bien sûr avec des banques d'affaires marocaines. Bien sûr, après, des tablettes et des abonnements au logiciel Direct FM. Donc, je remercie toutes les écoles participantes. Je remercie encore une fois donc, tous ceux qui sont déplacés. Donc là, on va essayer de... Très bien. Alors, en attendant de faire une connexion Internet, je crois qu'on va déplacer, n'est-ce pas? On va déplacer l'ordinateur, c'est bien ça? Très bien. Je vais en profiter pour demander si le chef Tchazik nous rejoint pour commenter un peu la séance et surtout vous parler de son métier de trader. Alors, pour vous le présenter très rapidement, il est directeur général de la salle de marché de CFG Banque, également associé de cette salle de marché, de CFG Banque, pardon. Il a une expérience très longue sur le marché boursier marocain, trader et à la tête d'une équipe de traders. On lui demandera de nous parler de son expérience. Si vous le permettez, si merci. Donc, vous parler de son métier de trader et lui demander de nous commenter un peu ce qui se passe actuellement sur la bourse de Casablanca de manière globale. On ne va pas rentrer dans des détails. Je crois que les détails seront expliqués par la suite par les organisateurs. Donc, sans trop tarder, je vais lui demander au moins de nous parler en attendant d'établir la connexion de ce que vous faites au quotidien, Cynthia. Merci. Bonjour tout le monde. C'est un plaisir de venir à chaque fois à l'UNCG, Stade. De voir des gens que je connais depuis des années, notamment ici, Chpori. Je voulais juste préciser, c'est un ancien
Alors, je m'appelle Mohamed Belchati, donc j'ai intégré CFG du temps elle s'appelait Casablanca Finance Group en janvier 1999. Donc j'ai commencé en tant qu'analyste Custom Research, c'est de la recherche. Pour les initiés, c'est pas de la recherche globale, c'est de la recherche personnalisée, c'est-à-dire sur requête client. Et où j'avais passé un an au niveau du département de recherche. Et après, j'ai été débauché en interne, comme mes supérieurs à ce moment-là avaient senti en moi une petite fibre commerciale par rapport à un analyste qui est un métier un peu plus sage, on va dire. Donc, ils m'ont débauché en interne pour rejoindre la salle des marchés, le front office. Donc, j'ai commencé en tant que ce qu'on appelle un capman ou un floor trader. Donc, c'est le premier échelon, on va dire, dans les métiers des front office. Et après, bon, j'ai évolué le plus longtemps du monde pendant ces 17 dernières années, donc en tant que trader, en tant que sales trader. Et là, je suis directeur délégué au niveau de la banque et en même temps directeur général de la salle des marchés. Là, je sais pas. C'est quoi le temps du jour? En tout cas, Si Bachir. J'ai eu le plaisir de travailler avec Bachir en toute franchise et en toute honnêteté. C'est une des grandes références du marché marocain. C'est un grand trader, toute objectivité. On ne trouvera pas mieux que Bachir pour nous faire un petit commentaire d'abord sur le marché. Vu aujourd'hui qu'effectivement on est en bonne performance year to date. Donc je voudrais que vous fassiez un petit commentaire sur le marché et bien sûr les perspectives. Alors, je ne suis pas très habitué au système numérique. Nous, on travaille en fait à la Bourse de Casablanca, on travaille tous sur un système. En fait, on travaille tous jusqu'au mois de juin 2016. On travaille sur un système GLMIN. Et là, on a migré vers un nouveau système qui s'appelle MIT depuis quelques semaines. À CFG, on travaille sur un autre système. On a gardé le GLMIN à travers l'OMS. Donc, je ne suis pas très habitué au système de CGI. Moi, je vais essayer de m'y retrouver. Alors, mais globalement, c'est-à-dire. C'est classé. Pardon? Là, c'est classé par ordre décroissant en termes de volume, d'accord? Donc, tu as le ticker, dernier cours, variation, le volume en haut, hein? D'accord. Parce que j'ai le MASI là. Le MASI, il est c'est en haut, c'est c'est exactement. Exactement. Et le volume global? Il est à côté, 253 180. Là, on est à 40 millions dirhams. En termes de valeur. Alors, moi, je vais parler de manière globale. Le marché marocain, il se comporte de manière très positive depuis le début de l'année. Donc, on est en year-to-date à peu près à 19%. Ce qu'il faut savoir, c'est ce comportement. En fait, il trouve une explication toute simple. Tout à l'heure, on va rentrer dans beaucoup plus de détails techniques et c'est Mehdi. Il a parlé de... si on doit analyser le comportement du marché marocain depuis le début d'année, c'est tout à fait fondamental et c'est tout à fait explicable. La première raison, d'abord, c'est la baisse des taux qu'il y a eu fin 2015 et début 2016. Donc, grâce à des finances publiques qui sont, on va dire, un peu plus confortables, notamment depuis la suppression de la compensation, depuis qu'on a décompensé surtout les produits énergétiques, les finances publiques se sont améliorées, avec un déficit budgétaire qui est un peu plus contenable, avec des réserves de change qui sont un peu plus décentes, et donc où l'État marocain n'était plus dans l'obligation de sortir chaque semaine sur le marché de la dette, que ce soit sur le plan national ou sur le plan local. Donc ça, c'est international. Donc ça a permis une détente des taux sur toute la courbe, sur les maturités courtes, aussi bien courtes que longues, et ça aussi, pas que le Maghreb l'a senti, donc en abaissant à 2 reprises le taux directeur à 2,5%, qui est un niveau historiquement très bas pour le marché marocain. Justement, donc cette baisse des taux, donc, qu'est-ce qu'elle a eu comme conséquence? Donc, une baisse du yield, ce qu'on appelle le yield, ou le rendement sur le compartiment obligataire. Et donc,
les gens qui sont, en fait, les investisseurs, aussi bien institutionnels, marocains, étrangers et particuliers, donc ils vont se retrouver en excess cash, doivent le rentabiliser. Ce cash-là, il faut le rentabiliser. Donc, soit on va aller sur le compartiment obligataire, sur le marché des taux, mais ça ne rapporte plus grand-chose, ou on accepte d'aller sur un autre compartiment, qui est le compartiment action. Et là, on accepte le risque, mais on a une meilleure rémunération de nos excess cash. Et c'est ce qui s'est passé, ce qu'on appelle la théorie des vases communicants entre les deux compartiments. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive au Maroc, c'est déjà arrivé, sauf que ça prend un peu plus de temps. Sur des marchés un peu plus efficients, notamment, par exemple, les marchés, les global markets, par exemple, aux États-Unis, dès que la Fed baisse ses taux, on a un impact direct sur l'indice. Sur le S&P, sur place, il prend X points perdus par les taux. C'est rapide, c'est instantané, c'est mécanique. Chez nous, ça prend un peu plus de temps. On a un temps d'inertie, mais ça finit par payer. Donc, c'est ce qui explique un peu, ça c'est la première raison qui explique la hausse du marché marocain action depuis le début d'année. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à peu près à 17 fois et demi les bénéfices. Alors là, je vais parler en termes de ratio. On a démarré l'année avec un ratio PE. Pour les plus initiés, c'est le rapport entre le cours d'une action et son EPS, c'est-à-dire son bénéfice par action. On est d'accord? Donc, début d'année, on a démarré à peu près à 13-14 fois les bénéfices. Là, aujourd'hui, on est à 17-18 fois les bénéfices. Donc, ça laisse une marge aux investisseurs pour acheter. Et c'est ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc, la première raison. La deuxième raison, c'est d'ordre international. On a tendance, quand on est sur un marché, notamment sur des petits marchés comme le marché marocain, à oublier qu'on fasse partie d'un univers d'investissement, notamment pour les investisseurs étrangers. Parce que malheureusement, nous, en tant que Marocains, individuels, particuliers ou institutionnels, on ne peut pas aller investir librement à l'étranger. Mais on a tendance à oublier qu'il y a des étrangers qui viennent investir chez nous. D'ailleurs, les étrangers, ils ont représenté à peu près 20% du volume global sur la bourse de Casablanca sur le S1, sur le premier semestre. Okay. Donc, ces investisseurs étrangers, contrairement à nous, Marocains, ils ont une vision beaucoup plus globale. Ils ont le choix entre d'investir sur plusieurs marchés. Et ce qui s'est passé, et le Maroc fait partie d'un univers qui s'appelle la région MENA et l'Afrique. Et ce qui s'est passé pour des raisons géopolitiques, ils ont préféré venir au Maroc. Pourquoi? D'abord, les tensions géopolitiques en Égypte et en Turquie. Secondo, la baisse des prix des produits énergétiques qui a affecté d'une manière importante l'économie nigérienne, qui est comparée, en fait, le marché est comparable au marché marocain. L'Afrique du Sud, non plus, ne s'est pas comportée d'une manière, on va dire, positive depuis le début de l'année. Tout ça a fait que ces investisseurs étrangers, ils ont arbitré vers le marché marocain parce que c'est une économie qui, certes, reste petite. C'est un marché qui reste relativement cher. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, on traite à peu près à 18 fois les bénéfices, contrairement à d'autres marchés où on est à peine à 10-11, mais au moins, on est un marché stable. Donc, on dit dans le jargon, just to park money, c'est-à-dire juste cacher son argent. Même si c'est cher, même si ça ne rapporte pas grand-chose, mais l'essentiel, c'est juste de préserver son argent. Il ne faut pas oublier, par exemple, quand on va maintenant sur des marchés à l'international, même les taux, ils sont en dessous du zéro. C'est-à-dire quand vous déposez votre argent au niveau de la banque centrale dans certains pays développés, vous allez perdre quelques points de base. Les taux sont négatifs. Donc ils préfèrent quand même arbitrer vers le marché marocain, même avec un niveau de valorisation qui reste élevé, même avec un rendement moyen, on va dire pas très intéressant, on tourne à peu près à 3,5%, ils préfèrent malgré tout ça, et pour des raisons politiques et sociales stables, ils préfèrent donc mettre leur argent sur la bourse de Casablanca. Donc voilà, ça c'est les deux principales raisons qui ont poussé, qui ont contribué à avoir un comportement positif sur la bourse de Casablanca. Super chef, c'est le graphe nazi depuis 2007. Je peux même revenir en arrière. Ouais.
Tu as parlé de fondamental, effectivement, donc, qui explique bien sûr cette évolution sur cette année. À ton avis, de par ton expérience, où le Mazi devrait atterrir? Et il ne faut pas oublier que tu es en live sur YouTube. On a oublié de te le dire. Attention à tes positions. Généralement, ce genre de recommandations, ça se paye. Mais il n'y a pas de problème. On n'est pas non plus Mère Teresa, donc malheureusement, on a un côté machiavélique quand on fait ce métier, donc, mais c'est la vie. Alors, je vais juste, quand on fait du trading, bon, là, vos championnats va durer 1 mois, donc c'est très court, mais ça n'empêche, quand on fait du trading, il faut avoir une vision globale et un background historique. On ne peut pas venir du jour au lendemain et j'ouvre ma station et hop, je me mets à acheter, à vendre, tout en espérant gagner de l'argent. C'est déjà arrivé, et ça va encore arriver. Ça risque d'arriver. Mais il faut avoir de la chance. Beaucoup, beaucoup de chance. C'est déjà arrivé pendant la bulle de 2007-2008. Là, c'est... Je peux revenir en arrière si tu veux, Béchir, en termes d'historique. Dans 2007-2008, il ne fallait pas être un génie pour gagner. Il ne fallait pas être. Mais tout ça, c'était prémonitoire. C'est les ingrédients d'une bulle. Quand monsieur tout le monde, même les moins initiés, viennent et se mettent à acheter et gagner facilement leur vie, c'est ce qu'on appelle easy money, c'est fini. Ça veut dire que bientôt, nous avons une bulle qui va éclater. Et c'est ce qui s'était passé en 2007. Regardez. Donc, nous, on gagnait beaucoup d'argent à l'âge. Parce que c'était facile pour moi. Moi, en tant que je n'avais même pas à conseiller les gens. Le matin, j'arrivais, je recevais des coups de fil, achète-moi, 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 j'achetais. Et tout le monde était content. Moi, j'ai touché ma commission, les clients gagnaient ça. Ça avait ou donc, limite, je ne méritais même pas mon salaire. Parce que je n'avais même pas à conseiller les gens. Les gens, au point où on est arrivé un jour, c'est-à-dire les gens arrivaient, regardaient, ils ne faisaient même pas de screening. Et j'ai sur l'écran, je l'ai lié. Je m'en fous. C'est une industrielle, c'est une financière, c'est une agro, c'est... Je ne veux rien savoir, je l'ai lié. Ok, j'ai voulu la tisser. C'est les ingrédients d'une bulle. Moi, j'ai déjà assisté à des scènes pendant l'euphorie CGI. Pour les, je sais pas, pour les plus jeunes, ça va être un peu difficile de s'en rappeler. La période CGI, l'euphorie CGI. J'étais chez mon boucher et le boucher était en train de donner des conseils aux gens. Non, CGI, non. Non, non, moi je sais. Elle va atteindre les 2500. Bon, ça, c'est les ingrédients d'une bulle. Et c'est ce qui s'était arrivé en 2007, et après, c'est fini. Et là, on assiste justement à un pic. Le pic de 2008, et boum, qu'est-ce qui arrive? Le crash. Et donc, on perd 30% à peu près. Et après, ce qui s'est passé, on est rentré dans une phase indécise, et où aussi, et là, je reviens aussi au fondamental. Il y a eu l'euphorie économique au Maroc entre 2004 et 2008. Déjà sur le plan international, toutes les économies mondiales se comportaient très très bien. 2007, 2008, il y a eu la crise de subprime et le crash boursier international. Et aussi, l'économie marocaine commençait à ralentir à partir de 2008. Et ça dure jusqu'à aujourd'hui. Donc, le marché marocain a fini par corriger, par suivre cette tendance. Après, il y a eu un incident de parcours, et c'est là où c'est très important. Il faut accepter, quand on trade, il faut accepter les incidents de parcours, des accidents comme ça. C'est ce qui s'est passé en 2010, cette petite hausse de 2010. Et ça, c'est dû à un excess cash. C'est pas fondamental. Pour les plus initiés, en 2010, la SCI avait décidé, la Holding Royale, ils avaient décidé de délister la SCI et l'ONA du marché. Donc, c'était quelques milliards de dirhams qui allaient être transformés des actions ONA et SCI et qui allaient revenir sur le marché en cash. Donc, les gens étaient obligés de réinvestir ne serait-ce qu'une partie de cet argent-là sur le marché. Et ce qui explique la hausse de 2010, c'est là, à partir de ce point-là. Pic 2011,
le marché se rend compte finalement, même on a mis ce cash-là, on est remonté, mais finalement l'économie ne décolle pas. Les sociétés cotées ne sont plus sur le même rythme de croissance bénéficiaire pour plusieurs raisons. Une crise dans l'immobilier, surtout avec l'éclatement de la bulle Doha, CGI, Alliance, et hop, ce qui se passe, on entame une phase baissière qui va durer pratiquement 3 ans, jusqu'en 2013. 2013, on atteint des niveaux fondamentalement très corrects, c'est-à-dire le pic de 2008, on était à 20 fois les bénéfices. Je vais toujours revenir à ce multiple très important, qui est le PER, ce ratio. En 2008, on avait atteint 20 à 21 fois les bénéfices. En 2013, c'est-à-dire au plus bas au bottom, on a atteint 9 fois les bénéfices. Donc, avec un rendement de dividende moyen de 4,5%. Donc, les gens, de manière collective, et c'est là où intervient ce qu'on appelle la psychologie collective des marchés, de manière collective, on ne s'est pas mis tous d'accord entre nous, on s'est réunis, on s'est dit, tiens, la valeur redevient intéressante, ok, il faut que j'achète. Non, chacun dans son coin a eu cette réflexion. Mais d'une manière globale, tout le monde a eu la même réflexion en même temps. Et tout le monde est arrivé à la même conclusion. C'est ce qu'on appelle la psychologie collective du marché. Et les gens se sont mis à acheter. Et depuis, ça continue, bien sûr, avec un mouvement, des petites corrections érratiques jusqu'au pic de 2015. Pic 2015, faillite, quasi-faillite Alliance, ou au moins des difficultés financières de Alliance. Le scandale CGI, le problème de la Samir, tout ça a fait que le marché s'est mis encore une fois à corriger. Une perte de confiance des investisseurs envers le marché et c'est reparti à la baisse. Jusque-là, et là, intervient la baisse des taux et ça repart. Donc voilà, donc il y a un côté irrationnel, il y a un côté fondamental, il y a aussi un côté irrationnel qu'il faudrait accepter. D'ailleurs, c'est Mehdi, on en a parlé tout à l'heure, il faut, quand on fait du trading, il ne faut pas se dire que tout est fondamental à 100%. Certes, le fondamental paie à très long terme, mais il y a, sur le moyen et court terme, il y a beaucoup d'irrationnel. Donc là, pour revenir à ta question, Mehdi, nous, on pense quand même que le marché, pour l'instant, on est sur un year-to-date de 19%, sur un ratio de valeur qui est à 18 fois les bénéfices de manière globale. Après, il y a des histoires qui sortent du lot. Hein. Donc, il y a des histoires beaucoup plus intéressantes. Nous, on pense quand même que le marché, il est en train de saturer. C'est-à-dire, si on prend du point de vue fondamental, le marché est en train de saturer. Surtout que quand on paye une prime, quand on achète une action à un marché cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait de la croissance. J'accepte, je peux accepter de payer un PE. Il n'y a pas de norme en termes de PE. Il n'y a pas de norme mondiale. Il n'y a pas de. À partir de 10, c'est intéressant. À partir. Non. C'est très subjectif. Maintenant, quand on accepte de payer la prime, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'attend à ce qu'il y ait de la croissance. Sauf que si on fait un screening global de toutes les actions cotées à la bourse de Casablanca, mis à part quelques-unes, il n'y a pas vraiment de croissance exponentielle sur les prochaines années. On est sur des niveaux de 3%. Donc 3% ne justifie pas justement de payer ces 19 fois ou les 18 fois les bénéfices. On est d'accord? Donc on est sur des niveaux de croissance. Maintenant, il faut sortir un peu des sentiers battus, aller chercher de petites histoires où il y a encore du potentiel. Maintenant, l'autre élément, où je vais revenir encore une fois aux deux éléments qui peuvent aussi impacter le comportement du marché marocain. D'abord, les taux. Tout dépendra de ce qui va se passer sur les taux. A priori, les finances publiques sont dans une situation assez confortable. Donc normalement, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de tension sur le compartiment taux. Je dis tension, c'est-à-dire remonter des taux sur le court et moyen terme. Donc ça, c'est en faveur du marché action. Et tout dépendra aussi de ce qui va se passer à l'échelle internationale, notamment sur des marchés comparables, comme l'Égypte, comme la Tunisie, comme la Turquie, Israël, Nigeria, Kenya, Afrique
Sud-Afrique, Afrique du Sud. Voilà. Un autre élément dont il faut tenir compte aussi, récemment, pour les gens qui suivent un peu l'actualité, il y a eu la dévaluation de la livre égyptienne la semaine dernière. Ça aussi, ça peut avoir son impact. Je m'explique. Jusque-là, les étrangers étaient bloqués en Égypte et au Nigeria pour des problèmes de rareté de dollars, de devises étrangères. Les autorités locales, au Nigeria et en Égypte, ont interdit aux étrangers de rapatrier leur argent. C'est-à-dire, ils étaient investis sur le marché égyptien et ils étaient bloqués. Même en vendant leurs actions, ils ne pouvaient pas sortir le cash, ne serait-ce que d'une manière légale. Après, il y a d'autres manières moins orthodoxes. On est d'accord? Donc là, depuis la dévaluation, la Banque centrale égyptienne est devenue un peu plus souple. Donc ils vont permettre aux étrangers de sortir leur argent progressivement. Ça aussi, ça peut avoir son impact. C'est-à-dire les gens vont prendre leur fric de l'Égypte, ils vont peut-être le remettre en Maroc. Peut-être, on ne sait pas encore, on verra. Ça aussi, ça peut avoir son impact sur le marché bancaire. Maintenant, du point de vue technique, tout à l'heure, on était sur le chart qu'on a fait. C'est beaucoup plus visible. Non, l'autre, du point de vue technique, et vous allez faire un peu de chartisme, et là, à ce moment-là, il faut demander à Sim, qui est l'expert en la matière. Moi, je vois une petite figure sympathique qui s'appelle une tête d'épaule inversée. Je ne sais pas si vous arrivez à la remarquer, avec première épaule, deuxième épaule et une tête. C'est ce qu'on a là. Donc, vous allez avoir le loisir de faire... Tu as prévu des formations internes. Voilà. Ce qu'on appelle une tête d'épaule inversée. Ce qu'on appelle une figure de redoublement aussi. Et ça, ce n'est pas le fondamental. Ça, c'est le technique. C'est l'irrationnel. C'est la psychologie. Ça, ce n'est pas le PE qui le dit. Ce n'est pas les taux qui le disent. Ce n'est pas le ministère des Finances. Ce n'est pas le budget de loi de finances. Ce n'est pas le projet de loi de finances. C'est ce qu'on appelle une tête d'épaule inversée. Et dans ce cas de figure, si on va faire une analyse juste à la douche, là, on est à peu près sur 1500 points de gain potentiel. À partir de ce niveau-là. La ligne de points. Là, on voit un gain potentiel d'à peu près 1500 points. Et ça ne m'engage rien. Ça, c'est juste des recommandations sur une base technique. Remonte un peu. Voilà, ça, c'est la ligne de test. Remonte un peu, Mehdi. Remonte. Voilà, la ligne rouge, plus ou moins la ligne rouge. C'est ça. Voilà. Donc là, on est à peu près à 10 135 points à la louche. Et le point de départ, il est à 8 700 points. Donc ça nous fait à peu près 1400-1500 points de gain potentiel. En fait, comment ça se passe? En rupture de la ligne de coût, nous avons le potentiel de hausse, il est égal à cette amplitude-là. C'est l'objectif en cas de rupture franche des 135 points, ce qui est le cas. Voilà. Donc j'ai répondu à ta question. Mais si ça ne se passe pas comme ça... Bien, alors, moi j'aurais quelques remarques et vous montrer que des fois on ne peut pas être complètement d'accord entre approche fondamentale et approche technique. Je sais que certains dans la salle connaissent le terme, d'autres un peu moins. La finance fondamentale finalement c'est la théorie financière classique, c'est ce que vous étudiez en cours. L'analyse technique, c'est l'étude de la psychologie des marchés financiers. Comprendre, imaginez que c'est une bataille, une guerre. D'une part nous avons des acheteurs, de d'autre part, nous avons des vendeurs. Celui qui va gagner la bataille va diriger le marché. Si ce sont les acheteurs qui gagnent, le marché va grimper. C'est un excès de demande, les cours vont grimper. Si ce sont les vendeurs qui gagnent la bataille, le marché va baisser, c'est un excès de vendeurs. Donc l'approche fondamentale des estimations avec le PER par exemple, ça c'est des choses que vous étudiez. Ça c'est des choses qui, à la fin de votre cursus, lorsqu'on vous posera la question est-ce que vous vous y connaissez en analyse fondamentale, normalement votre réponse devrait être oui. Tout à l'heure on parlait de prime de risque, mais dès qu'on parlait de prime de risque,
et M. Thiesi également, le fait que les taux soient bas, il y a une notion en finance que vous étudiez ou que vous allez étudier, c'est celle de la prime de risque sur les marchés. Aujourd'hui, la prime de risque, cette notion théorique qu'on étudie, qui est utilisée en analyse fondamentale, on ne peut pas l'utiliser dans plusieurs pays du monde, par exemple au Japon, où les taux sont négatifs. Calculer une prime de risque avec les notions de base qu'on connaît actuellement, qu'on voit en théorie, ça ne fonctionne pas complètement de la même manière. Et à travers l'histoire, il y a toujours eu des divergences entre la lecture fondamentale, c'est-à-dire en étudiant les chiffres, les données économiques, le PER par exemple, et l'analyse technique. Et là, par exemple, j'ai entendu votre commentaire sur le fait que le marché sature en termes fondamentaux. Pour moi qui préfère, qui maîtrise un peu plus le technique que le fondamental, je vois que le marché, et justement pour les raisons que vous avez évoquées, l'épaule tête-épaule, on est sur une très belle épaule tête-épaule. Alors très rapidement, une épaule tête-épaule, c'est quoi? Imaginez un bonhomme qui est devant vous, il a une épaule droite, une tête et une épaule gauche. Inversée. Vous avez une épaule gauche, une tête et une épaule droite. Et la ligne de cou, c'est la ligne qui traverse par le cou. Donc la ligne rouge qui est tracée ici, c'est la ligne qui montre la ligne de cou. Et lorsqu'on passe par la ligne de cou, on a 75% de probabilité historiquement de voir la hauteur de la tête être reportée de l'autre côté. Si c'est une épaule tête-épaule inversée, la hauteur de la tête sera reportée de l'autre côté, en l'occurrence ici. Donc, j'estime aussi qu'on a plus de chances de voir le marché continuer à grimper au moins jusqu'à la fin de cette année que le voir baisser ou corriger. Si je prenais tout à l'heure qu'il y a un héliotiste par excellence, pourra peut-être donner d'autres arguments pour la hausse ou la baisse du marché selon ce qu'il en pense. Mais moi je voudrais juste très rapidement attirer votre attention sur un point lors du jeu. C'est que vous allez gérer un portefeuille boursier pendant un mois. Alors 2 points que je voudrais vous signaler. Chez Bourse News, nous sommes co-organisateurs et nous sommes à disposition pour répondre à des questions si on peut le faire. C'est-à-dire que au moyen possible, s'il y a des questions, des données qu'on peut fournir aux participants, n'hésitez pas, nos équipes se donneront plaisir de répondre à vos questions. Autre chose qui est le plus important, c'est que pendant ce mois, vous allez être confrontés à l'information financière. C'est-à-dire que les entreprises cotées à la bourse de Casablanca vont communiquer, normalement à travers la presse, vont sortir des informations. Et de par mon métier qui est dans les médias, je suis confronté à plusieurs catégories d'investisseurs. Il y a des particuliers qui nous suivent et nous consultent, mais également des professionnels qui vont utiliser l'information. Et sur ça, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. C'est de faire très attention aux effets d'annonce. C'est quelque chose dans laquelle vous pouvez vous embarquer et l'analyse technique vous permet d'identifier ça. Je vous donne un exemple très concret. On va prendre l'exemple d'une entreprise cotée à la bourse de Casablanca qui est de très grande taille. Faites le choix de votre côté. Cette entreprise va communiquer une information aux opérateurs. Donc on va dire qu'on a fait quelque chose. Les communicants de l'entreprise sont dans leur rôle, c'est-à-dire qu'ils doivent montrer cette information, l'embellir. D'accord? Et donc le lendemain, vous qui suivez cette action pour peut-être l'acheter dans le cadre de votre portefeuille ou vous la possédez dans votre portefeuille, vous allez voir qu'il y a beaucoup de sites qui vont parler de la même information. Vous allez prendre la presse écrite, vous allez trouver que dans la presse écrite, beaucoup de journaux parlent de cette information, mais est-ce que cette information a vraiment, réellement un impact sur le cours? Quand vous prenez un professionnel, comme Thiesi par exemple, c'est une équipe avec des analystes financiers qui vont se poser la question, est-ce que cette information a véritablement un impact, soit sur le patrimoine, le bilan, ou sur les bénéfices de cette entreprise? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a quelque part un changement de valorisation et donc un impact sur le cours. S'ils jugent que cette information est plus un effet d'annonce qu'une information réelle, sans aucun impact, il ne se passera rien sur cette action. Alors que vous, qui êtes submergé par la donnée, vous allez vous dire c'est une information importante, tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est important, et vous serez peut-être tenté d'acheter cette entreprise et être surpris le soir de la voir baisser. Et vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette information n'a pas eu l'impact escompté? Vous allez me dire oui mais moi je fais des études et j'ai pas le temps d'aller analyser, de voir les impacts. Ça c'est un faux problème. L'analyse technique permet à des investisseurs comme vous d'être outillés, de voir ce genre de choses. Si des analystes et des traders professionnels décident et jugent que l'information a un impact sur le cours, ils vont agir sur le marché. En agissant sur le marché, ils vont produire ce qu'on appelle des signaux techniques.
Si nous avons des signaux techniques sur cette action, ça veut dire que l'information a véritablement un impact. Et là, peut-être qu'il faudra agir. Sur ces signaux techniques, je crois que la formation qui accompagne, on vous parlera de tout ça. Autre chose que vous allez remarquer, c'est que des fois, il arrive qu'une entreprise donne une information positive et son cours baisse. Vous allez avoir beaucoup de particuliers, d'investisseurs particuliers qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe? L'information est positive et pourtant le cours baisse. » Il ne faut pas oublier que les marchés financiers anticipent, ne réagissent que rarement. C'est-à-dire que l'information qui vous paraît aujourd'hui positive, peut-être que le marché l'anticipait il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, et donc avait agi en conséquence. Et le moment où l'information va sortir, le marché va profiter de la liquidité pour réagir. Ça se dit souvent, c'est un proverbe en bourse, on achète la rumeur et on vend l'information. Et la rumeur, il se peut tout simplement qu'une entreprise commence à agir. Cette entreprise commence à agir comme ça, peut-être, et donc on doit agir en conséquence. Et ils vont agir discrètement. Discrètement, ça veut dire qu'ils vont... On ne la détecte pas à travers les ratios fondamentaux. Vous prenez un PER, etc., vous ne pouvez pas savoir que cette entreprise, il y a une accumulation discrète, ou une distribution discrète, c'est-à-dire que quelqu'un anticipe une mauvaise chose, et il a une grosse position sur l'action, et donc commence à la vendre discrètement sur le marché, pour ne pas éveiller des consciences, parce qu'il a une grosse quantité à liquider. Ce type d'information, l'accumulation, la distribution, vous ne pouvez pas le voir à travers des ratios fondamentaux. Par ailleurs, et surtout en utilisant l'analyse technique à travers les volumes de transactions par exemple ou d'autres indicateurs, pour voir ce qu'on appelle des divergences. Et donc, par exemple, le cours d'une action qui grimpe, mais en réalité le cours de l'action grimpe, mais il y a des gens qui distribuent discrètement à cette entreprise. Ou alors le cours d'une action qui baisse et des gens qui vont acheter discrètement cette entreprise. Dernier point, et je finirai avec ça, c'est que je n'ai pas autant d'expérience que ces messieurs sur le marché boursier marocain. Mais juste entre la période 2006 et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a une très grande évolution dans le domaine des placements chez les institutionnels marocains. M. Tchézi expliquait tout à l'heure la baisse du marché entre 2008 et aujourd'hui, ou même entre 2011 et aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, les caisses d'épargne, les assurances, etc., les gens qui ont une trésorerie excédentaire et qui doivent aller sur les marchés par obligation pour la fructifier, ces gens-là accompagnaient la baisse. Ils se disaient les cours baissent, j'en profite pour acheter petit à petit ce que je voudrais avoir. Mais depuis 2013, dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire, il y a une espèce de tassement dans les marges, dans l'activité normale de ces entreprises. Et donc il y a une pression sur les gens qui font du placement. Avant, ils achetaient globalement de la valeur, c'est-à-dire qu'une entreprise dont le cours baisse et rentre dans mon périmètre de valorisation cible, je me dis globalement à ce niveau de prix, je vais commencer à acheter, ça me paraît intéressant. Et donc ne donnez pas véritablement d'importance à la précision des cours dans lesquels ils commencent à acheter. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsque je discute avec des professionnels, ils me disent « Oui, je suis plus ou moins intéressé par cette action, elle peut être intéressante, mais il faut faire attention à des seuils techniques qu'on observe sur cette action. Il y a une résistance, un obstacle qui empêche le cours de grimper, et je préfère voir cet obstacle être dépassé avant de commencer à constituer cette position. Bien sûr, il y a toujours des questions de liquidité auxquelles il faut faire attention, mais globalement, cette approche technique commence à être utilisée de plus en plus sur le marché. J'avais dit un dernier point, mais en fait je me suis trompé, mais celui-là sera vraiment le dernier. Faites très attention à ce que vous lisez sur Internet. Je sais que je me tire un peu une balle dans le pied parce que c'est mon activité, je suis sur Internet, mais le fait que l'analyse technique soit accessible fait qu'on peut trouver un peu de tout sur Internet, en termes d'explications, etc. Donc vraiment, vérifiez ce que vous lisez. Ce que je propose, moi, pour quelqu'un qui est vraiment intéressé par cette discipline et qui voudrait se développer, il y aura une formation qui sera dispensée, mais de préférence, allez vers des ouvrages. Des ouvrages en analyse technique qui vous expliqueront certaines choses comme ça. S'il y a d'autres questions, je suis prêt à y répondre tout à l'heure. Merci. Simédi. Merci beaucoup, Siadi, pour ton intervention pertinente. Merci, Sébastien. Aujourd'hui, pour se préparer et se former au jeu, d'abord, il nous faut des conseils d'experts pour vous aider, pour vous guider dans le jeu. Sébastien, à ton avis, quelles sont les règles d'or pour réussir le trading?
Alors, comme j'ai dit, le championnat va se dérouler sur un mois, donc c'est assez court. Mais bon, c'est déjà pour une première fois, c'est une belle opportunité. Maintenant, il y a des règles d'or à respecter pour tout trader, qu'il soit amateur ou professionnel. La première règle d'or pour moi, c'est d'avoir une stratégie dans sa tête, c'est-à-dire une histoire à raconter. J'ai un mois. Je dois être capable de me projeter sur ce mois-là, sur ces 4 semaines, quand est-ce que je vais investir? Est-ce que c'est aujourd'hui ou dans une semaine? Le temps de voir, parce que je ne suis pas obligé de commencer à investir le premier jour. Peut-être ne pas investir, c'est aussi une décision d'investissement. Quelqu'un parmi vous ici, parmi les participants, on arrive, ça démarre quand le 11 Ça démarre le 21. Le 21 novembre, quelqu'un parmi vous peut-être va venir et se dire oh, le marché il est cher, il risque de baisser. Et je vais rien faire. Pendant le mois. Et à la fin du mois, les gens qui vont s'agiter, acheter, vendre, peut-être, qui sait, ils vont se retrouver avec une perte nette au bout d'un mois, et le monsieur, il n'a même pas utilisé 1 centime, va se retrouver avec ses 3 millions de dirhams intacts. Il aura gagné le prix. Ah, c'est Bachir, excuse-moi. Là, je te casse un peu le business, je sais. Non. Non, mais c'est juste une introduction. Non, mais tu es d'accord avec moi? Non, tu vois. C'est un scénario, non? Pardon? C'est un scénario. Non, mais c'est un scénario, effectivement, bien sûr, c'est une règle très 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 importante. Bien sûr, un bon trader, c'est pas un trader qui fait chaque jour les opérations. Par contre, dans ce jeu, nous avons opté pour un classement relatif. Donc, on ne va pas se comparer par rapport à l'indice, hein, d'accord? Mais c'est un classement relatif. Parce que parfois, si le marché ne fait rien, il est baissier, je préfère rémunérer quelqu'un qui a pris du risque et qui a utilisé l'analyse technique plutôt qu'une personne qui n'a rien fait. D'accord? Bon, c'est pas idéal effectivement, d'accord? Mais c'est une règle contraignante, c'est-à-dire que pendant la première semaine... Est-ce qu'il y a un minimum de transactions à passer pendant le championnat? Non. Il y a un minimum de transactions. Très bien. Sur la première semaine du championnat, d'accord, il faut au moins investir, acheter et vendre 60% de la position. Mais après, on ne peut rien faire. Okay. Moi, j'avais pas cette contrainte. Bon, ceci dit, moi, j'étais plus dans le monde réel. Le monde réel, ne pas investir aussi, c'est une bonne décision d'investissement. Hein. Bon, après, ça me casse mon business moi, en tant que trader, parce que moi, je suis rémunéré sur le volume. Mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Bon, c'est pas grave. Donc, l'essentiel, c'est d'avoir une histoire, une stratégie. Donc, comment je vais faire? Est-ce que je suis dans une stratégie de gros gains, de grosses pertes, ou je suis plutôt dans le petit gain, petite perte? Il n'y a pas 10 000 stratégies. Donc, ça, c'est mon aversion au risque. Combien j'accepte de perdre? 5%, 10%, 20%. Et bien sûr, gagner 5, 10, 20. Donc, est-ce que je suis un petit joueur, ce qu'on appelle un bon père de famille? Je mets 5% de perte potentielle, maximum. Et je gagne 5%, je réalise. Ou je suis un malade mental, un fou des marchés, je joue des vagues de 50%, de 60%. Mais ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est ma stratégie. Deuxième chose, dans la stratégie, c'est ne jamais faire ça d'une manière aléatoire. Comme on dit dans le jargon, quand on fait du trading, donc ça rejoint ma stratégie. Je me fixe des stop win, des stop loss. J'achète à 100. Je suis bon père de famille. Je me fixe plus ou moins 5%. Je touche 5% de gain, je réalise. Je ne regarde pas. C'est fini pour moi, c'est l'histoire ancienne. Je coupe ma position, c'est fini. Je fais une perte de moins 5%, je dis non, ça va repartir à la hausse. Non, c'est pas la peine, il faut juste que je sois patient. Non. Moins 5, je coupe la position, c'est fini. Allahumma un bras ou là les deux. Donc, je me fixe une stratégie. Et il faut que je reste objectif dans mon analyse.
Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la tactique. Donc la stratégie, après, c'est la tactique. Et ça rejoint la notion du timing. Quand est-ce que je vais investir? Mais pour ça, il faut, malheureusement pour vous, c'est assez court, mais il faut avoir un certain background. J'investis en début de journée, en milieu de journée, ou en fin de journée. J'investis en début de semaine, en milieu de semaine, ou en fin de semaine. Combien je garde ma position? Je prends ma position et je me fixe, là vous avez un mois, je me fixe un objectif de 5 jours. Je prends lundi, vendredi. Je ne suis pas rémunéré, je rentre la position, je coupe la position. C'est fini. Je ferme la position, je passe à autre chose. Je ne peux pas faire dans l'aléatoire. Ça peut marcher. Ça peut marcher, je ne dis pas le contraire. Il y a beaucoup de chance. Mais autant rester scientifique dans son approche. Donc, stratégie tactique. Deuxième élément, c'est se diversifier. Pas trop non plus. Mais pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier. À part si on est vraiment dans une stratégie bullish de fou des marchés. J'ai mis 3 millions de dirhams, je prends un pari sur une seule valeur. Ça aussi, c'est une approche. Mais ce n'est pas la plus rationnelle et la plus, on va dire, raisonnable, la plus sage des approches. Je me diversifie. Mais en même temps, je ne prends pas avec 3 millions de dirhams 76 lignes. Ça, c'est normal. Donc, je vais prendre, par exemple, 5, 6, une dizaine de valeurs. Et dans ces dizaines de valeurs, je me diversifie aussi bien sur les titres que sur les profils. Un peu sur les financières, un peu sur l'agroalimentaire, un peu, par exemple, sur l'industriel, un peu sur les NPI. Je me diversifie aussi d'une manière économique, pas seulement en action. Parce qu'il y a le comportement des secteurs n'est pas toujours analogique. On peut avoir des divergences. On est d'accord? Donc, diversification. Troisième règle d'or. Toujours, je m'expose graduellement. J'achète, je teste le marché et je vois le comportement. Si je vois que mon pari, il est en train de se réaliser, la valeur que j'ai achetée est en train de prendre dans le bon sens, je remets une couche. Je rajoute, par exemple, je commence par 1 million de dirhams. Et quand je vois que la valeur est en train de prendre comme ce que j'avais prévu, je remets un autre 1 million de dirhams, et ainsi de suite. Je m'investis progressivement, pas tout d'un coup, sauf si, encore une fois, là, je pars du principe qu'on est sur une stratégie sage, de bon père de famille. Autre chose, toujours dans le registre de l'exposition, la règle d'or à toujours respecter, et ça malheureusement c'est l'erreur que font beaucoup de particuliers, de personnes physiques, c'est la pondération à la baisse. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. Je m'explique. J'achète à 100 dirhams, j'achète 1 million de dirhams. Mon scénario ne se réalise pas. La valeur baisse à 98 dirhams. Donc, soit j'atteins mon stop loss et je vends, et je réalise ma perte, soit j'attends. Non. Mais l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas dire tiens, moi j'ai acheté 1 million à 100 dirhams, ok, je vais acheter un autre million à 98 dirhams. Comme ça, j'ai un CMP à 99. Bon, comptablement, c'est clair, 99 c'est mieux que 100, mais ça ne résout pas le problème. Et si ça continue de baisser? Donc, jamais pondérer à la baisse. C'est la règle d'or. Ok? Autre élément, toujours rester informé. Et bon, là, je ne vais pas donner beaucoup de détails, c'est Adil en a parlé. Il faut que j'ai une vision globale sur tout ce qui se passe à l'échelle nationale, internationale, politique, économique, sociale, tout. Tout peut avoir un impact sur le marché et sur le comportement des actions que vous détenez en portefeuille. La moindre information peut avoir son importance. Donc je reste informé et j'essaie d'anticiper. Comme a dit Adil, toujours on achète la rumeur et on vend l'information. J'anticipe. Et quand il y a une information qui tombe, je réagis rapidement, d'une manière objective et scientifique. Autre chose, accepter l'irrationnel, c'est-à-dire avoir la petite tête. On peut dire non, je suis moi purement fondamental, je suis 100% fondamental. Surtout quand on traite sur le court terme, on parle d'un mois là. On ne peut pas dire non, j'ai raison, c'est une communauté. La communauté finit toujours par l'emporter par un individu. Même si vous avez raison,
sur le plan fondamental, oui. Mais l'irrationnel collectif finit par l'emporter, quel que soit le cas. Donc il faut accepter ça, avoir l'humilité de dire, attention, alors peut-être que je réfléchis de la bonne manière, fondamentale, mais le marché va décider autrement, d'une manière complètement irrationnelle. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Il y a des événements qui peuvent avoir leur impact. Je peux donner des exemples. Mais ça, on acquiert ce genre de réflexe avec l'expérience. C'est en backtesting. Pourquoi le marché marocain se met à monter quand il pleut? Bon, la pluie, c'est bien sur le plan macroéconomique, mais c'est des projections moyen long terme. Mais croyez-moi, avec ma petite expérience sur le marché marocain, les gens, ils sont tellement contents quand il pleut, ils sont tellement à l'aise, ils sont plus dans un mood bullish, acheteur que vendeur. Lèche, je ne sais pas. C'est psychologique, c'est comme ça. Sur certains marchés, il y a ce qu'on appelle le Christmas Rally. Noël. Les gens, ils sont tellement contents, c'est Noël, c'est des cadeaux, etc. Ils se mettent à acheter. Bon, il y a une raison macro derrière. C'est la grosse période de consommation en Europe et aux États-Unis. Et la consommation, c'est l'économie. C'est la règle de base. C'est le plus gros maillon de l'économie. Donc, il y a une explication scientifique fondamentale derrière. Mais ça n'empêche, le Christmas Rally, les gens, ils achètent comme des malades. Et ça monte. Sur d'autres marchés, notamment en Espagne, l'IBEX, à chaque fois que l'équipe d'Espagne gagne un match de foot, le lendemain, l'IBEX prend. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Les gens, ils sont contents, tout simplement. Donc, ils sont dans un monde très positif, très acheteur. Mais il n'y a aucune explication fondamentale derrière. Donc, il faut l'accepter, en toute humilité. Je ne dis pas que je suis le plus scientifique des scientifiques. Je maîtrise la finance, je maîtrise les maths, je maîtrise l'analyse technique. Non, il y a la partie irrationnelle. Autre chose, dans la vie, quand on fait du trading, il faut être machiavélique. Il y a un peu de machiavélisme dans l'affaire. Et ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. La vie est injuste. Et ça, malheureusement, c'est le côté, on va dire, négatif ou capitalistique du trading. J'ai eu un tremblement de terre. Oui, je vais acheter l'immobilier, je vais acheter les cimentiers, et je vais acheter les pharmaceutiques. Parce que les gens ont besoin de consommer et de reconstruire. C'est machiavélique. C'est une catastrophe. Mais c'est la vérité. Je gagne ma vie. Je suis là, je suis payé, pour gagner ma vie. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Il ne faut pas faire dans l'autocensure. Oh non, je ne vais pas profiter des malheurs des autres. Non. On crée. On est là pour créer, pour gagner de l'argent. C'est un objectif. Non, Rina, c'est comme ça. Oui. Ah. Pardon. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché marocain, malheureusement, nous avons un taux d'inertie. C'est-à-dire, on aura une réaction peut-être dans quelques mois, mais pas tout de suite. Quand on y verra plus clair avec ce monsieur Trump, parce que personne ne sait exactement ce qui va se passer avec ce monsieur, c'est un peu le flou. Et d'ailleurs, les marchés, là, c'est un très bon exemple d'irrationalité du marché. Si on prend le S&P, quelques jours avant les élections, il y a eu un rallye de 5%. Pourquoi? Parce que tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante. Donc le marché avait accueilli favorablement ces sondages-là. C'est-à-dire que le marché s'attendait à ce que ce soit Hillary Clinton. On est d'accord? Parce que Hillary Clinton a une vision beaucoup plus sage de la politique, à travers l'économie, l'immigration, l'isolationnisme que prône M. Trump, etc., etc. Sauf que, bon, alors restons sur cette logique-là. Donc, après les résultats d'hier, normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Les marchés devaient plonger. Eh bien, pourtant, non. Le S&P, il a pris 1,11%. Où est le fondamental dans l'affaire? Maintenant, le marché marocain ne va pas réagir tout de suite. Tout dépendra de ce qui va se passer. Si, par exemple, M. Trump, effectivement, décide, au fait, parce que c'est pas sûr, hein, parfois c'est des promesses de campagne, mais dans la vraie vie, une fois qu'il sera confronté à la réalité de la chose politique, c'est un peu plus compliqué. Mais si effectivement il décide de rompre, par exemple, les relations de libre-échange
avec le Canada, avec le Maroc, avec le Mexique, ça aussi, on peut. C'est là on va commencer à sentir l'impact sur l'économie marocaine. Et quand on va transposer tout ça au niveau micro, c'est là on va sentir l'impact. Mais ça va prendre un peu de temps. On n'aura pas un impact à très court terme. Donc ça, c'est l'exemple même d'une irrationalité du marché. Les plus fondamentaux, hier avant le ring de Wall Street, tout le monde s'attendait à ce que le marché compte la baisse. Parce que le marché avait anticipé en gagnant à 5%. Eh bien finalement, non. Il y a eu un moment de flottement à l'ouverture. Le S&P est resté pratiquement au niveau du zéro pendant quelques minutes et hop, c'est reparti. Bon là, Sébastien, juste par rapport effectivement à Trump, et juste pour finir et donc partir à la salle des marchés, Trump en fait, effectivement, il y a pas mal de points négatifs, comme a dit Sébastien, c'est qu'il y a vraiment une incertitude, on n'a pas de vision par rapport à sa stratégie, c'est l'inconnu, hein, et donc les marchés n'est pas l'inconnu, mais il a un avantage relatif, hein, c'est que c'est un homme d'affaires, et donc effectivement, pourquoi le Dow et le SP n'ont pas baissé? Tout simplement parce qu'il va réduire l'impôt sur les sociétés d'une manière significative. Et donc il va y avoir beaucoup plus de création d'emplois, etc., etc. Voilà, donc Sébastien, je te remercie pour ton déplacement, pour ton intervention. Et donc, bon, un petit mot pour rebondir un peu sur ce que vous avez dit, Bachir, en termes de conseils. 3 règles d'or. Trend is your friend. Suivre la tendance. Il vaut mieux avoir tort avec la foule que raison tout seul. 2. Se fixer un stop loss. Ça veut dire savoir se couper les doigts, comme on dit. Et 3. Se fixer un stop win. Ça veut dire une cible. Donc laisser courir la position. Donc je vais laisser le mot à M. Souin. Je voulais juste dire un petit mot. Tout d'abord, je remercie les éminents invités qui ont animé ce débat. C'est Hlimi, c'est Tazi, c'est Choukori. Je pense que je vous remercie vivement parce que là, le débat était très riche. Et je pense qu'il y avait des conseils, et des messages que vous allez bénéficier. Je m'adresse à Sitazi. Donc Sitazi, il est très modeste. Bon, certes, on a eu l'honneur de recevoir un excellent trader ici à l'ECG Maroc, mais bon, d'abord un trader, il vous montre la vie facile. Il suffit de regarder la courbe. Quand ça baisse, je ne suis pas un spécialiste, peut-être il faut acheter. J'attends que la courbe monte et je vends. Et ça, c'est très 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 simple. Mais il n'a pas dit l'essentiel. Il n'a pas dit l'essentiel, pour moi en tout cas. Il a omis de dire que c'était un lauréat de l'ECG Stat.